Aymeric Caron, Salut Pablo. merci d'avoir accepté notre invitation. Aymeric, tu es journaliste et essayiste, même romancier maintenant. Tu viens d'ailleurs de publier un roman aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle « Nous mourrons de nous être tant haïs ». Mais tu es aussi un militant politique, un militant écologiste, puisque tu as fondé un parti, le Rêve pour Révolution écologique pour le vivant, et tu as rejoint dans cette campagne présidentielle le Parlement de l'Union populaire qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors justement, ton candidat était hier interviewé sur France 2, et on sent du côté des Insoumis que l'on espère que l'émission va le relancer dans la campagne. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? D'abord, je ne dirais pas le relancer parce qu'il est déjà lancé et que c'est même le seul des candidats dans le camp de la gauche et de l'écologie qui est sur cette dynamique positive, puisque les scores progressent, dépassent maintenant les 10%, les scores dans les sondages. Donc, il n'y avait pas besoin de relancer. En revanche, cette émission peut être un coup d'accélérateur, en effet, pour la suite. Oui, je crois que c'était une bonne émission parce qu'elle a permis à Jean-Luc de parler de thèmes importants, sans caricature, et à titre personnel, et je pense qu'on est beaucoup à partager ce constat, je l'ai trouvé très en forme dans le côté pédagogique. Il n'a pas eu des questions faciles, que ce soit sur la laïcité ou sur la politique étrangère. Et je trouve que c'est là qu'on retrouve, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, très honnêtement, nous avons rejoint mon mouvement, mais moi-même, Jean-Luc, dans cette campagne, c'est que on pense que c'est le meilleur des candidats aujourd'hui en lice. Et sans doute, ça je l'avais déjà dit avant même de m'engager à ses côtés, c'est sans doute aujourd'hui le meilleur homme politique, personnel politique, hommes et femmes confondus, que nous ayons en politique, quelles que soient les idées que l'on ait soi-même. Et hier, il l'a prouvé. Donc, parce qu'il a été clair, il a pu aussi balayer des ambiguïtés dues au fait que parfois les médias, tu le sais bien, simplifient, caricaturent, oublient le deuxième bout de la phrase, etc. Moi, je pense que c'était une très, très bonne émission pour cela. En plus, il y a une diversité des thèmes, même si Jean-Luc a regretté à la fin qu'il y en avait peut-être trop et que c'est vrai que ça empêche parfois d'en développer certains essentiels. Mhm. Mais c'est en tout cas, je crois qu'il y a une unanimité. C'est ça qui m'intéresse. C'est comme depuis quelques mois, les commentateurs politiques, là encore de tous bords, et on sait que dans les médias, ils sont pas particulièrement enclins à soutenir les idées de Jean-Luc Mélenchon. Tous les commentateurs politiques reconnaissaient déjà que le programme porté par Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, est le meilleur, le plus travaillé. Bon. Mhm. Et hier, je crois que ça a été l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon de rappeler, comme il avait pu le faire d'ailleurs lors de la campagne il y a 5 ans, qu'il y a une posture présidentielle indispensable, une vraie maîtrise des dossiers. Donc, dans un contexte où le reste de la gauche est hyper divisé, où moi, selon moi, il y a un manque même d'enthousiasme, de projets clairs des autres candidats, le sentiment que j'ai eu, même si évidemment je suis subjectif dans ce que je vais te dire, mais j'ai quand même le sentiment que clairement Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé que c'était le candidat qui pouvait lui porter le projet pour toute une gauche écologique rassemblée. Et je pense que les téléspectateurs l'ont ressenti comme ça. Oui, mais alors là, tu mets l'accent sur la crédibilité de Jean-Luc Mélenchon, la crédibilité de Ouais. son programme et finalement aussi de son projet. Mais il y a aussi l'enjeu dans une campagne présidentielle que précisément les propositions qui sont portées par les différents candidats et en l'espèce Jean-Luc Mélenchon impriment dans le débat public et que le projet qu'il propose pour la France imprime au-delà de la question, de la stricte question de la crédibilité. Or, aujourd'hui, contrairement d'ailleurs à 2017, j'ai l'impression. En 2017, il se voulait le candidat de la vraie gauche versus la gauche socialiste qui était incarnée par le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon. Là, aujourd'hui, la gauche, elle est beaucoup plus divisée. Hein. Tu disais, oui, il est en dynamique, mais enfin, il plafonne un peu autour de 10%. Et les candidats ne sont pas si loin derrière. Hein. Ils sont à la moitié souvent de son score hein, dans les sondages, mais ils Oui, sont autour de oui, mais 5%. Non, mais donc du je coup, me permets de est-ce que du coup, tu as l'impression que les propositions et le projet de Jean-Luc Mélenchon arrivent à imprimer dans la société
Au-delà de sa crédibilité, au-delà de la question de la crédibilité. Je crois que d'abord, on a un souci du débat démocratique et politique en France de manière générale. Ça, moi, je le dis depuis des années et des années. Les idées ont très peu de place en réalité dans le débat et ont beaucoup de mal à s'imposer. Mais quel que soit le camp auquel on appartient, à part évidemment l'extrême droite. C'est-à-dire que ça, on a compris que les idées d'extrême droite, elles phagocytaient tous les débats. Donc, c'est pour ça que depuis 4 mois, on parle que toujours la même chose, hein, immigration, sécurité, immigration, sécurité, immigration, 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 sécurité. Donc, ça, oui. Et là, on a une difficulté depuis une dizaine d'années, je suis même passé pour le savoir parce que c'est des thèmes que moi je porte en tant qu'essayiste, en tant que journaliste engagé, toutes les questions sociales, les questions écologiques, etc. Ça, c'est balayé souvent d'un revers de la main, toutes les questions liées au progressisme, en fait. Il y a plein d'explications à ça qui ont été répétées 1000 fois, mais c'est parce que c'est des idées moins spectaculaires, c'est des idées qui vont entraîner moins de clash, etc., etc. Comme on a eu cette société du spectacle, hein, qui avait été prophétisée, mais qui aujourd'hui est vraiment installée comme jamais. Ça ne favorise pas les idées intelligentes, les idées qu'on doit prendre le temps d'expliquer en longueur. Il y a Bref. pas mal de clash quand même, hein, sur les questions écolo, hein. Enfin, je veux dire, les écolos qu'on traite de Khmer vert, d'ayatollah, C'est etc. pas Là, dès des, qu'ils font une proposition, Mais ouais, mais ils sont où les débats de fond? hmm. Moi, je les vois pas. Moi, je vois que dès qu'il y a un maire écolo qui fait un truc, et je dis ça alors que je suis pas aujourd'hui engagé auprès d'Europe Écologie, mais je les ai souvent défendus l'année dernière ou l'année d'avant lorsqu'il y avait des polémiques complètement stériles sur le foie gras, un sapin de Noël, etc. On voit bien qu'il n'y a pas une envie des médias de comprendre ce que proposent les Verts et immédiatement d'aller, les Verts ou l'écologie, parce que pour moi, l'écologie, comme j'aurai l'occasion peut-être de le développer dans quelques instants, l'écologie radicale, la vraie écologie, celle qui m'intéresse, et chez Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, il n'y a pas une volonté très forte dans les médias de comprendre ce que c'est l'écologie réellement. Et souvent, elle est l'écologie caricaturée. Et sur le nucléaire, là encore, aujourd'hui, moi, je n'ai pas le sentiment qu'on a des vrais débats intéressants. Alors, il y en a eu dans le passé à la télé, mais je voudrais bien maintenant qu'on parle vraiment de ce qu'est le nucléaire, de ses conséquences, de son coût, de la manière dont on sait le maîtriser ou pas, des incidents à répétition dans les centrales. On voit bien que tout ça, on ne l'a pas. On se retrouve dans des débats où tout à coup, la question nucléaire, ça va être, ah voilà un pour, voilà un contre, et vous avez 3 minutes pour dire pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre. Et donc, ça ne permet pas d'aller très, très, très loin, me semble-t-il, dans les sujets. Mais quand tu parles, on a l'impression que le seul endroit où on fait de la politique, c'est dans les médias. C'est aujourd'hui, c'est Non, le non, seul non. problème, Non, les non, médias? non, c'est pas ça, mais tu me demandais une réaction par rapport à l'émission d'hier. Oui, Donc, oui, c'est vrai. Oui, mais quand je te ah dis, non, 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 j'ai jamais dit ça. non, mais quand je te dis que Tu me dis, que est-ce qu'hier, ça a permis de faire passer des idées, de les faire avancer? Alors, je te dis, ouais. écoute, je l'espère, avec toutes les limites de l'exercice. Et évidemment, et c'est ça qui est très enthousiasmant, c'est qu'on fait de la politique dans plein, plein d'autres endroits que la télé aujourd'hui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, plutôt, tu es identifié sur les questions écologistes, hein, tu l'as dit en tant que journaliste, en tant qu'essayiste, et notamment sur les questions qui sont liées au vivant. Tu l'as dit, tu as choisi de rejoindre Jean-Luc et Mélenchon et pas Yannick Jadot, hein, qui était le candidat écologiste, qui aurait pu être ton candidat naturel. D'autant qu'il a dit dans Libération cette semaine, il a même fait la une sur cette phrase, qu'il avait un projet de rupture. Mais d'après toi, c'est pas suffisant qu'ils le disent, qu'ils l'affirment pour que toi, parce que j'avais lu précédemment, tu avais dit oui, le problème avec les écologistes et avec Yannick Jadot, c'est qu'il n'est pas dans un projet de rupture. Alors là, il a affirmé l'être. Mais d'après toi, quoi, c'est un mensonge? Je ne vais pas accuser Yannick Jadot de mentir parce que ce Bon. serait une attaque qui serait sans doute exagérée. Peut-être juste constater qu'il est tiraillé, pour ne pas dire perdu, entre deux lignes et que je ne suis pas sûr qu'il sache lui-même où il se situe. Et qu'Yannick Jadot, je constate simplement que depuis quelques années, il a dit une chose, puis son contraire. Alors, on le sait très bien que Europe Écologie, il incarne ce qu'on appelle la ligne la plus libérale, avec contre une autre ligne qui serait incarnée par Sandrine Rousseau, qui serait plus l'écologie de rupture, l'écologie radicale. C'est d'ailleurs le problème aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts, c'est que pour moi, Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, c'est le PS d'il y a 10 ans, hein. Donc, tu as exactement les mêmes fractures. Tu as deux lignes qui, en fait, ne devraient pas travailler ensemble. En réalité, je ne vois pas comment. Et c'est d'ailleurs pour ça, selon moi, que la campagne des Verts peut aller nulle part, parce qu'ils n'arrivent pas à défendre une ligne claire. On a Rousseau qui vient défendre sa ligne à elle dans les médias, qui n'est pas celle de Jadot. Et Jadot qui essaye de composer avec tout cela, sachant que lui, sa croyance,
Mais je pense que c'est lié d'ailleurs à une conviction personnelle, hein. Je pense, ce n'est pas un écologiste de rupture, Yannick Jadot. Il n'a Mm. jamais été. C'est pour ça qu'il peut, il y a quelques années, dire dans une revue de chasse qu'il aime la chasse. Après, on lui tombe dessus. C'est le camp écolo en général. Pourquoi tu allé dire ça, machin et tout. Donc 2 ans après, il se rend compte que la chasse étant un sujet aujourd'hui sur lequel l'opinion française a beaucoup évolué et donc ça ne sert plus à rien forcément de la défendre quand on se dit écolo, que peut-être même il faudrait la remettre en cause. Donc tout à coup, il va devenir anti-chasse. Donc, mais voilà, et il va devant le MEDEF pour dire ne vous inquiétez pas, j'aime l'entreprise et le capitalisme européen, il fonctionne quand même vraiment très bien. Donc, il se fait, voilà, on a la présidente de la FNSEA qui incarne quand même l'agriculture la plus destructrice du vivant, qui dit du bien Yannick Jadot. Alors, bien évidemment, je me méfie du fait que quelqu'un peut sciemment dire du bien de quelqu'un pour le décrédibiliser. Mais là, en l'occurrence, ça avait l'air assez sincère. Et puis, on a parce que et puis, il va tout à coup, effectivement, avoir des déclarations comme celle que tu viens de citer. Je suis pour une écologie. Alors, bientôt, il va dire que c'est l'écologie antilibérale, etc. On a du mal à le croire. Et parce que le projet de Yannick Jadot, depuis quelques années, c'est vraiment d'être élu président. En tout cas, il y pense vraiment sérieusement, selon moi. Hein, c'est l'analyse que j'en fais depuis les européennes. Et que lui, ce qu'il a théorisé, c'est que pour être élu président, il faut pas. Il faut rassembler au maximum, et pour rassembler au maximum, il ne faut donc pas avoir des projets qui puissent paraître extrêmes. Donc c'est pour ça il continue en fait dans cette tradition de l'écologie politique française telle qu'elle est mise en place depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une espèce de social-démocratie verte, un truc un peu de centre-mou. C'est pour ça que moi j'appelle ça l'écologie molle. Le système n'est pas remis en question avec Yannick Jadot. C'est simplement, on prend le système tel qu'il est. C'est pour ça qu'il dit, oh là là, vous savez, moi je suis pas pour. Il dit ça en même temps, il dit non, non, mais attendez, il faut y aller doucement, il faut convaincre les gens. Mais on n'a plus le temps, on n'a plus 50 ans pour tout réexpliquer, puisqu'on n'a que 5-10 ans pour vraiment mettre en place des politiques de rupture. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des hiatus, avec Sandrine Rousseau qui vient dire sur un plateau de télé ah bah oui, mais moi, l'idée de la constituante, c'est super, bien sûr, mais donc constituante voulant dire nouvelle république, ce qui n'est pas dans le projet de Jadot. Hein, Jadot, on laisse les choses en l'état. Donc, je pense qu'il a ce souci-là et qu'il y a un décalage. D'abord, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de com chez Jadot. C'est l'une des explications, selon moi, du manque d'enthousiasme autour de sa campagne. C'est qu'on ne le sent pas habité par un projet clairement identifié. On sent qu'il répète, oui, il faut mettre de l'écologie, il faut des espèces d'incantations, mais un peu vides. Là où, au contraire, chez Jean-Luc Mélenchon, c'est extrêmement clair, extrêmement précis. Il dit, voilà, il y a ça qu'il faut faire, ça, on a tant d'années pour le faire, ça. On a un plan effectivement, d'écologie de rupture, ce que j'appelle effectivement l'écologie radicale. Non, voilà, pour répondre à ta question, je ne dis pas qu'il est insincère, mais je dirais plutôt qu'il est un peu perdu. Oui, mais en fait, là, dans ce que tu expliques, on a l'impression qu'il y a uniquement dans le cadre où en fait, tu as une personne qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui a pensé un projet quasiment de A jusqu'à Z, derrière lequel toute une famille politique, la famille politique insoumise au sens large et que tu as rejointe d'ailleurs, est alignée derrière les propositions de Jean-Luc Mélenchon ou le projet de Jean-Luc Mélenchon. Et de l'autre côté, tu as un Yannick Jadot qui, effectivement, essaye de faire avec différentes sensibilités au sein de son parti qui sont parfois, effectivement, un peu contradictoires. Et il n'a pas encore trouvé peut-être la voie médiane ou la voie pour transcender tout ça. Mais les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, Europe Écologie Les Verts a peut-être un fonctionnement démocratique un peu plus, je sais pas, efficient que celui de la France Insoumise. Mais est-ce que vraiment, je comprends la différence entre le projet de rupture. Tu veux qu'on parle de l'histoire d'Europe Écologie Les Verts depuis 15 ans et de sa démocratie, des décisions en interne? Tu veux qu'on parle de l'histoire de Pascal Durand au sein d'Europe Écologie Les Verts, d'Alain Lipietz, des désignations des candidats à la présidentielle, de la manière dont Cécile Duflot a gardé la mainmise sur ce parti pendant 10 ans? Moi, je veux bien. Mais arrêtons de fantasmer, c'est pas vrai. Oui, mais en fait, la problématique du rassemblement que veut incarner Yannick Jadot, elle n'est pas non plus totalement inintéressante, même si j'entends que le projet, il est mou, comme tu dis, c'est de l'écologie molle. Mais il a quand même un projet de rassemblement à la base. C'est le projet aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pourquoi je suis avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a une instance qui s'appelle le Parlement de l'Union populaire qui regroupe
des centaines de personnes autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et du projet pour la présidentielle et législative. Et dedans, dans ce Parlement, il y a la moitié des membres qui ne sont pas des insoumis. Et si on prend l'exemple de mon mouvement, donc la Rêve, qui est un parti écolo, un petit parti écolo, qui est en train de se développer depuis un certain temps. Et nous, on allait partir de notre côté, juste pour en deux mots pour les gens qui entendent peut-être parler de ce mouvement pour la première fois. C'est un mouvement que j'ai créé qui est d'écologie radicale et antispéciste. Donc nous, on va très loin sur certaines mesures. La réduction du temps de travail, on va plus loin que Jean-Luc Mélenchon. Nous, on dit 20 heures, on ne dit pas 32, etc. etc. Bon. Et nous, c'est un parti que j'ai créé il y a quelques années, 3-4 ans. Et on commençait enfin le temps de s'organiser, après avoir raté un rendez-vous aux européennes parce qu'on avait raté l'union, on n'a pas réussi à faire l'union avec d'autres mouvements pour nous permettre de faire une liste qui aurait eu du poids aux dernières européennes. On a commencé, ça y est, à investir le champ des élections avec un premier test important pour nous, régional, à Paris, où on avait fait 2% en Ile-de-France. 2, c'était quand même 40 000 voix, avec très, très, très peu de moyens. Et on est en train de s'organiser pour les législatives, pour partir seul. Et c'est là que, finalement, on a décidé de faire cette union et on en est extrêmement heureux. Or, tu vois, cette union, c'est quoi? Nous, on met de côté un certain nombre de nos c'est pas qu'on les met de côté. On renonce à l'entièreté de certaines des idées pour aller vers un dénominateur commun lié à l'urgence actuelle. Quand on est comme on est antispéciste, nous par exemple, à la Rêve, on est pour l'abolition de l'élevage total. Nous, c'est fidèle à ce que moi je raconte depuis des années. Moi je dis qu'il faut arrêter de manger les animaux. Tu vois. Donc nous, on rêve d'une société où les éleveurs, eh bien, fassent un autre métier, tu vois, ils se mettent à cultiver des plantes, des fruits, des légumes, ou carrément ils soient convertis en autre chose. Bref, où on se nourrisse plus que de protéines végétales et on organise un système autour de ça. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas sa proposition. Le programme qu'on défend aujourd'hui, c'est un programme de réduction des protéines animales, développement des protéines végétales, fin des élevages industriels, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, là, c'est typiquement un programme d'union où les partenaires acceptent de ne pas aller au bout de certaines de leurs idées parce qu'ils considèrent que déjà, on peut faire un bon bout de chemin ensemble. Et Jean-Luc lui-même, il s'ouvre à des antispécistes. Donc, des gens qui il comprend ce qu'on fait, il est d'accord avec notre philosophie, mais il ne tire pas les mêmes conclusions. Aujourd'hui, on se parle. Eh ben, on accepte ça. Et Mais vous allez le faire évoluer, son programme? Enfin, est-ce que tu penses que le rêve est susceptible de faire évoluer le programme de l'avenir en commun, par le but, exemple? mais bien sûr, c'est le but et c'est ce qui nous a été demandé. Pour te donner un exemple très concret, nos équipes sont actuellement en train de travailler sur le livret conditions animales. Et on est bienvenus dans tous les livrets possibles. Il se trouve qu'après, il y a les urgences qui font que nous, on a décidé de s'investir en priorité là-dessus, parce que c'est sans doute là-dessus qu'on nous attend en priorité. Mais l'idée de cette union et de ce Parlement, c'est réellement de permettre à chacun des interlocuteurs d'amener ses idées. Et ensuite, il y a des décisions démocratiques qui sont prises pour savoir jusqu'à quel point on intègre telle ou telle proposition. Alors, il y a une question sur laquelle je voulais t'entendre, parce que je trouve que c'est une des grosses fractures qui divise aujourd'hui la gauche, mais même plus largement le peuple de gauche. C'est la difficulté à articuler de façon convaincante fin du monde et fin du mois, c'est-à-dire en gros la question sociale et la question écologiste. Est-ce que toi, tu te satisfais en fait de la façon dont aujourd'hui des partis comme des partis d'écologie radicale comme le tien ou comme la France Insoumise ou comme Europe Écologie Les Verts disent avoir résolu le problème en gros Europe par un Écologie n'est slogan? pas un parti d'écologie radicale. Non, 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 je sais, non, 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 je le mettais à part, je mettais virgule et Europe Oui, Écologie Les Verts d'accord. après. Okay. Est-ce que toi, tu te satisfais en fait de la façon dont aujourd'hui on pense avoir résolu le problème avec un slogan qui est fin du monde, fin du mois, même combat? Est-ce que tu penses que les catégories populaires sont assez pleinement investies par la question de l'urgence climatique? Est-ce que tu penses que quand on stresse de la façon dont on va remplir son réfrigérateur à partir du 15 du mois, est-ce que tu penses qu'on a quand même le temps de penser au changement climatique? Est-ce que tu penses qu'il y a une matérialité, en fait, une réalité à cette urgence-là chez les catégories Bien populaires? sûr, il y a une réalité, mais elle n'est pas comprise, je pense, parce qu'elle n'est pas expliquée aujourd'hui. Donc, fin du monde, fin du mois, c'est un joli slogan parce qu'il dit une réalité, mais dans les explications qu'on donne,
c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait perceptible pour une personne qui gagne 2000, 2500 euros et qui, comme tu le dis, a du mal à boucler son mois et qui se dit, moi, ma priorité, c'est déjà de survivre moi. Alors, penser à la survie de la planète. Donc, il faut faire ce travail explicatif qui est de présenter les choses telles qu'elles sont, à savoir que l'écologie radicale, en l'occurrence, est une vision de la société qui ne se limite pas à défendre les arbres, les fleuves, les mers, lutter contre le réchauffement climatique, mais que en tout cas, l'écologie radicale que je porte, c'est réellement ça. C'est une nouvelle approche du vivant qui inclut les humains et donc leur rapport même au travail, leur rapport au temps. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est en raison d'un système d'exploitation qui a été mis en place, qui est le même système d'exploitation, c'est les mêmes logiques, que ce soit l'exploitation des ressources, l'exploitation des hommes et des femmes dans le travail, mais ça va être aussi l'exploitation d'humains dans le cadre d'un esclavage ou même du travail du sexe, etc. Donc, il y a tout ça qui doit, c'est une réflexion globale qui doit être entamée pour, en fait, moi, c'est la manière dont je vois l'écologie, de manière à pouvoir décliner sur tous les pans possibles la notion de respect de l'autre. Voilà. Et donc, moi, ce que je dis souvent en ce qui concerne ma formation, c'est remplacer partout où c'est possible la notion d'exploitation par la notion de coopération. C'est-à-dire ne plus voir effectivement l'ouvrier exploité qu'on essaye de sous-payer comme un instrument d'un système qui le dépasse totalement, mais beaucoup plus l'inclure dans l'entreprise, garantir une rémunération juste et ainsi de suite. Donc, en effet, si on présente l'écologie aujourd'hui, on l'a fait en disant aux Gilets jaunes, par exemple, en disant, bah voilà, pour l'écologie, on doit augmenter le prix de l'essence, pour faire ça. Effectivement, personne ne peut comprendre ça. Mais parce que ce n'est pas ça, l'écologie. Et parce que la solution n'est pas la bonne. L'écologie, aujourd'hui, les solutions, elles reposent massivement sur les gens qui ont tous les leviers de pouvoir et qui détiennent les richesses aujourd'hui. Les politiques, évidemment. Aujourd'hui, ce sont les grands groupes qui doivent être mis à contribution, que ce soit en payant plus d'impôts, en revoyant complètement leur logique de fonctionnement, leur manière de produire, leur manière de distribuer des dividendes, et ainsi de suite. Mais c'est pas, en fait, il y a une espèce de mensonge qui est sciemment propagé par ceux qui nous dirigent pour justement dégoûter les gens de l'écologie, et les classes populaires en l'occurrence, c'est de leur faire croire que l'écologie, c'est sa fameuse écologie punitive, hein, ce terme inventé par Ségolène Royal, c'est de leur faire croire que l'écologie, c'est quelque chose qui va pourrir leur quotidien. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, vous avez du mal, vous allez voir, avec l'écologie, il y aura 500 € d'impôts en plus, votre essence, elle va doubler, etc. Vous n'aurez plus de voiture, vous ne pourrez plus aller travailler. Et c'est une désinformation totale et absolue, car ça, c'est une vision de l'écologie complètement dingue, complètement folle, et qui, en fait, la vision de l'écologie du néolibéralisme, qui considérerait que pour verdir son discours, son image, eh bien, la seule solution qu'elle va trouver, c'est de faire reposer toute la charge de la faute sur le consommateur. C'est lui le fautif, le consommateur étant dans la grande majorité des cas quelqu'un d'assez modeste et qui malheureusement galère. Alors qu'en réalité, ce sont bien ceux qui produisent, ceux qui s'enrichissent aujourd'hui, ceux qui se sont enrichis terriblement depuis 2 ans pendant la pandémie, à coup de milliards, de dizaines de milliards. C'est ceux qui aujourd'hui s'enrichissent parce qu'ils produisent des vaccins. C'est eux aujourd'hui qui sont les fautifs et c'est eux aujourd'hui à qui on doit demander des changements radicaux et qu'on doit dévaliser d'une certaine manière. Tu as dit un truc tout à l'heure qui m'a intéressé sur la réduction du temps de travail. Tu avais déjà un peu développé ce point sur le plateau de C'est ce soir il y a pas longtemps. En gros, tu proposes une réduction drastique du temps de travail, notamment hebdomadaire. Et tout à l'heure, tu l'as dit, tu l'as rappelé, autour de 20-25 heures par semaine. D'après toi, c'est… C'était même, pour être franc, moi, c'est plus Ouais. 15-20 heures. 15-20 heures voilà, par semaine, ok. Ce serait une mesure écologiste qui remettrait, selon toi, complètement à plat le rapport que l'on a à la vie et au travail, qui est une part importante de la vie. Pour toi, le travail, c'est une aliénation dont il faut réduire la part dans l'existence plutôt qu'une colonne vertébrale dont il faudrait revoir de fond en comble les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu penses qu'on ne doit plus rêver de changer le travail, mais plutôt qu'il faut l'abolir ou le réduire en fait à sa portion congrue? Il y a plusieurs genres de travail.
Donc, il y avait Bertrand Russell qui avait d'ailleurs fait une très belle Mm. définition entre. Il avait dit qu'il y avait deux catégories. Alors, j'essaie de retrouver exactement Bertrand Russell, que j'adore, et qui disait en gros, il y a deux genres de boulot. Il y a un premier boulot qui consiste à traiter des matières, à les retirer du sol, soit à sa surface, soit en dehors. Premier travail très mal payé, très ingrat. Puis deuxième travail qui consiste à diriger ceux à qui on va demander de manipuler les matières qu'on trouve dans le sol. Et il ajoutait, évidemment, cette deuxième catégorie de travail ne demande pas beaucoup d'efforts et est très bien payé. Et on peut rajouter encore d'autres catégories parce que ceux qui vont donner les ordres vont eux-mêmes être conseillés par des gens dont ce sera le travail, le conseil, qui sera aussi un travail qui ne servira pas à grand-chose et qui sera très bien rémunéré. Et je pense que ça résume assez bien ce que peut être ou ce qu'est le travail. Le travail en soi, ça peut être une chose extraordinaire. Je pense même que on a tous besoin d'avoir un travail émancipateur. La différence, le problème, c'est que nous sommes très inégaux face au travail. Entre quelqu'un qui a fait le travail que, par exemple, que moi j'ai pu faire dans une grande majorité de ma vie, un travail de journaliste, etc., d'écrivain qui a un travail, ce qu'on appelle les travails de passion. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles, mais on est content de les faire. Parfois, on le fait dans des conditions difficiles, et bon, mais quand même, on est content de le faire. Ce travail devient donc un facteur d'épanouissement, comme tu le disais, qui permet de se réaliser. À partir du moment où ce travail permet de s'exprimer, d'exprimer qui on est, de donner sa vision du monde à travers son travail, d'offrir aux autres quelque chose qu'on a envie d'offrir. Ça peut être un travail d'infirmière. Tiens, c'est très intéressant d'ailleurs, le boulot d'infirmière. Aliénation ou pas aliénation? Initialement, non, c'est un travail de réalisation. Moi, je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, elle est enfant, elle décide de devenir infirmière. Donc, c'est un rêve d'enfant. Elle veut s'occuper des autres. Elle aime les enfants, justement, elle va devenir infirmière en pédiatrie. Typiquement, c'est un métier donc de réalisation qui permet de trouver sa place parmi les autres, qui permet d'être content de se lever le matin. Mais ça va être la même chose avec beaucoup de métiers qui sont tournés vers l'autre, ça peut être l'enseignant, etc. Et tous ces métiers aujourd'hui sont dégradés. Ce qui fait que l'infirmière n'a plus envie d'aller bosser. Le prof n'a plus envie d'aller bosser parce qu'il a zéro moyen, parce que c'est des métiers qui sont dénigrés par ceux qui nous dirigent, ainsi de suite. Et tout à coup, ce qui aurait pu être un formidable facteur d'épanouissement devient une forme d'aliénation. Donc, ce n'est pas le travail en lui-même, la notion de travail qui est une aliénation, mais il y a des boulots qui, tu vois, c'est très complexe comme sujet. Tu as des boulots qui, par définition, sont de l'aliénation. Donc, le mec derrière sa chaîne dans une usine qui resserre des boulons toute la journée, ça n'existe plus trop aujourd'hui, hein, puisque maintenant, c'est des machines qui font la plupart de ces tâches-là. C'est de l'aliénation pure et simple. Tu ne vas pas m'expliquer qu'il y a quelqu'un qui s'épanouit en faisant ça. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que là, la Il machine… fut un temps où la gauche genre, revendiquait en fait qu'il y ait des gens précisément qui aient ce genre de tâches. Ah, attends, je ne me souviens pas que la gauche a sans doute a toujours lutté pour maintenir le travail des ouvriers, et donc forcément maintenir le travail en usine contre les machines, puisque la machine remplaçait la main de l'homme et donc privée d'un emploi. Mais à partir du moment où on a eu le travail à la chaîne, enfin, on n'est pas dans un travail artisanal, on n'est plus dans un travail valorisant, on n'est plus dans un travail qui permet à l'humain de prolonger qui il est et de donner une partie de lui-même dans l'objet qui va ensuite être donné à un autre. Donc, on est dans Ça, il faut quelque chose redonner le complètement… pouvoir. Il faudrait redonner le pouvoir à ces ouvriers et ces ouvrières précisément qui font les choses de leurs Bah, mains, c'est même pas qui ne ça, l'ont c'est que je pas. pense qu'aujourd'hui… Non, c'est même pas… Ça, c'est encore une autre histoire. Redonner le pouvoir, pas spécialement aux ouvriers, aux salariés des entreprises, ça oui. Mais en ce qui concerne les ouvriers pour toutes les tâches qui ne nécessitent pas un grand savoir-faire, en réalité, parce que c'est ça le problème. À partir du moment où on a commencé à tronçonner le travail en des tas de tâches différentes, des mini-tâches, 100 tâches différentes. Par moment, on était bien obligé. Pour construire une voiture, on ne va pas demander à quelqu'un de la construire tout seul. Mais même pour des objets plus simples à construire, on voit bien comment ça se passe hein, dans les usines. Il y a une personne qui est juste chargée de mettre, par exemple, une petite pièce dans un sachet. Paf, voilà. Puis la personne d'avant, elle est chargée de prendre la pièce et puis de la polir un peu. Voilà. Bon. Une fois qu'on a commencé à instaurer ce genre de boulot, il y a maintenant plus d'un siècle, on est rentré dans quelque chose de terrible où l'homme, enfin, il l'a d'ailleurs été dans d'autres circonstances historiquement, mais a vraiment été envisagé comme un corps sans âme, c'est-à-dire un outil pur et simple. Et donc, à partir du moment où des robots arrivent, des robots
Il donc a été considéré comme une forme de robot. À partir du moment où des robots arrivent et le remplacent, moi, je trouve ça formidable. Donc, je pense que c'est d'ailleurs une des choses, en effet, que la gauche a eu du mal à comprendre, c'est que la robotisation, les machines ont rendu un service à l'être humain. Et c'est là qu'intervient la réduction du temps de travail. Marx l'avait dit, hein. Marx l'avait prophétisé, hein. Il en parlait, hein, de l'arrivée de la robotisation, de la mécanisation, Ouais. qui allait faire qu'on allait pouvoir travailler moins de temps. Alors maintenant, on a cette deuxième étape qui est l'intelligence artificielle, qui supprime également des boulots, donc des boulots dans les bureaux, des gens qui passaient des journées et des journées à faire des tableaux, à faire des calculs, à machin. Tout ça, ça va disparaître. Mais tout va disparaître. Pas tout, mais une grande, grande partie des emplois actuels vont disparaître. Ça a été prophétisé par un certain nombre d'économistes. Je ne te parle même pas des bullshit jobs identifiés par Graeber, donc des boulots qu'on pourrait supprimer, mais et là, j'en reviens un petit peu à ce que disait Bertrand Russell, qui d'une certaine manière disait la même chose. Mais si on est tout à fait honnête, on va constater qu'il y a toute une partie des emplois qui sont aujourd'hui occupés par des humains qui vont disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue à entretenir l'illusion du plein emploi. Moi, je suis le candidat qui va vous offrir un plein emploi. On n'aura plus jamais de plein emploi. Ou alors, on s'engage dans une politique de décroissance nataliste absolue, où on repasse à 3 milliards d'habitants sur la planète, hein, mais on n'en prend pas du tout le chemin, puisqu'on va plutôt vers 10 milliards maintenant. Donc, comment tu fais quand la population mondiale s'accroît et que dans le même temps, l'offre d'emploi diminue? Mais elle diminue de manière purement mécanique, puisque les humains sont remplacés. C'est extrêmement simple, hein, ce que je dis. Ce n'est pas une théorie extrêmement complexe. Tu vas à la poste, bah aujourd'hui, tu ne parles plus à quelqu'un. Si tu as encore une personne derrière le guichet, tu as des aides, mais en tout cas, c'est une machine qui pèse ta lettre. Tu vas prendre l'avion, et ben, tout le travail d'enregistrement de ton billet, ton bagage, etc., c'est fait par des machines. Et ça va être comme ça dans de plus en plus de domaines, puisque maintenant, même dans le domaine médical, tu sais bien, maintenant, on va faire des autodiagnostics chez nous avec des machines qui sont liées à des ordinateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Comment on va faire pour faire vivre les gens à partir du moment où toute notre économie repose sur le fait que les consommateurs, parce que c'est une économie qui repose uniquement sur la consommation, là encore, il faut bien comprendre que nous sommes éduqués dans l'idée que le seul modèle possible, c'est celui dans lequel nous vivons, et donc celui d'une économie organisée autour de la production et de la consommation. Il n'y a que ça. C'est un mensonge absolu qui est entretenu par ceux qui nous dirigent, puisque évidemment, ce sont eux qui bénéficient du système. Mais si tout à coup, tu décales le regard et tu te dis, mais non, mais en fait, on va inventer un système qui fasse que pour vivre nos 80, 90 ans d'existence sur cette planète, le travail ne soit plus le centre de tout, mais un élément parmi d'autres. Et ce n'est pas forcément ton travail qui va te permettre de gagner l'argent pour payer ton logement. Alors tu dis, mais comment on fait? Et c'était tout l'enjeu de mon bouquin Utopia 21, dans lequel j'ai expliqué ça. Ça voulait dire revoir complètement la politique de logement, la politique… Alors, il y a plein de théories, hein, Bernard Friot sur le salaire à vie, etc. Mais bon, tu as plein de sources dans lesquelles tu peux aller puiser aujourd'hui pour imaginer d'autres modèles. Mais en tout cas, pour faire court, parce que sinon, on va faire un entretien qui va durer 1 heure et demie, le modèle que moi j'imagine, et le programme de Jean-Luc Mélenchon ne va pas encore aussi loin, mais en tout cas, moi, ce que je défends, c'est en effet l'idée qu'on travaille qu'une quinzaine, une vingtaine d'heures par semaine, ce qui était, personne ne s'en souvient, la prédiction de Keynes dans les années 30. Il disait dans un siècle, si le capitalisme poursuit sa voie et ses objectifs, a priori, en 2030, on ne travaillera plus que 15 heures par semaine parce que nous aurons suffisamment à notre disposition, on n'aura pas besoin de produire plus. Donc, et les machines auront fait leur travail, nous accompagneront, ça nous libérera. Et ces prédictions, il y en a eu plusieurs dans ce sens. Et effectivement, ce que j'explique, c'est que aujourd'hui, que ce soit la question du logement, que ce soit la question des transports, que ce soit la question de la démocratie, tout est lié à la notion de temps. Par exemple, je donne un exemple. On fait cette interview aujourd'hui par écran interposé et je me suis posé la question de venir parce que j'aurais aimé plutôt que ça se fasse physiquement parce que je pense que c'est vachement plus intéressant que les humains aient des rapports réels plutôt que par un écran. Mais j'ai regardé le temps de route pour venir, c'était très très long, je ne suis pas à côté de votre studio, etc. Bon, temps, mais par exemple de 3 heures aller-retour.
Eh bien, c'est ce temps qu'on dépense dans les transports parce que les infrastructures sont ainsi faites, parce que le logement est organisé de telle manière, parce que les prix des loyers et des maisons ont fait que tout le monde a dû reculer de son lieu de travail, pas tout le monde, mais la grande partie de ça, c'est un problème. Donc, le temps décide énormément de nos existences. Et notamment en ce qui concerne la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de crise démocratique, les gens ne s'intéressent plus à la politique, les gens sont pas renseignés, énorme abstention. Mais l'une des raisons qui n'est jamais évoquée pour lesquelles les gens désertent la politique, c'est qu'ils n'ont plus le temps de s'y intéresser. Je ne sais pas s'ils l'ont jamais vraiment eu, mais quand le monde était plus simple, dans les années 70-80, quand il n'y avait pas les smartphones, quand il y avait le plein emploi ou quasiment, je pense qu'il y avait une forme de sérénité qui faisait que les gens étaient sans doute plus à même de s'intéresser au sujet politique. Puis le monde était sans doute encore moins complexe qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que lorsque tu travailles 8 heures dans ta journée, tu quittes ton domicile à 7h30 pour prendre le métro, que tu rentres chez toi à 19h, 19h30, que tu arrives, tu récupères tes enfants, tu dois leur faire à manger, tu dois ensuite t'en occuper pour les coucher, peut-être faire les devoirs, que le week-end, il faut s'occuper de les conduire au sport, les conduire à tel endroit, les conduire à une association chez un copain et tout. Pour quelqu'un qui a une vie classique, va-t-on dire, où trouve-t-on le temps pour aller lire les journaux, pour aller lire les programmes, pour écouter vraiment ce que les gens ont à dire, pour lire des livres sur des sujets qui nous intéressent? Ce temps, on ne l'a pas. Donc, si on veut être un vrai citoyen, déjà, il faut qu'on nous dégage du temps pour ça. C'est plusieurs heures par semaine. Mais ça veut dire aussi, tu vois, c'est tous les champs qui doivent être touchés, c'est aussi gratuité d'un certain nombre de journaux. Alors, tu as déjà des journaux gratuits, des chaînes gratuites. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. On voudrait peut-être pouvoir bénéficier d'abonnements à des journaux. Tu vois, Le Monde, par exemple, ce n'est pas gratuit. Il faut travailler avec, par exemple, peut-être un crédit d'impôt pour faire en sorte que l'État vous offre chaque année 2, 3 abonnements. Tu vois, il y a tout ça à réfléchir. C'est vraiment une réflexion globale. Et donc, même chose pour la question de la famille. Les familles qui se désagrègent, qui explosent, c'est aussi lié à la question du temps. Quand tu n'as pas de temps à passer, l'éducation, prenons la question de l'éducation, les crises, les cabinets de psy qui sont remplis d'enfants qui se plaignent que lorsqu'ils avaient 5 ans, leur papa, leur maman, etc. Ah oui, mais c'est parce qu'on est dans une société de folie où on a des absences parentales qu'on pourrait résoudre si tout à coup, là encore, on dégageait du temps pour faire vivre la famille, la cellule familiale. Je ne suis pas en train de te vanter un modèle, tu vois, très rétrograde de la famille, pas du tout. Mais par contre, l'idée que quand on fait des enfants, il faut qu'on ait du temps ensuite pour s'en occuper, oui, c'est quelque chose à quoi je crois vraiment. Donc oui, le temps, c'est une question centrale. Et le temps dégagé permettrait peut-être aussi de ménager des espaces pour la culture. Voilà, Bien sûr. J'ai une question maintenant qui s'adresse à Émeric Caron, le romancier, hein, puisque tu viens de publier un roman. Hier, Jean-Luc Mélenchon a un peu parlé de culture en toute fin d'émission. Il a rappelé que, je le cite, c'était un facteur de puissance pour la France, la culture, et il a rendu hommage notamment à l'industrie des jeux vidéo. Ouais. Toi, tu as écrit ton livre, par exemple, pour faire rayonner la France? Moi, je ne suis pas candidat à la présidentielle, moi. Donc Jean-Luc Mélenchon, quand il s'exprime, bien évidemment, il met l'accent sur une potentialité importante pour notre pays, parce qu'on a été une référence dans de nombreux domaines culturels pendant longtemps, et on est encore très bon, notamment, il a raison de citer les jeux vidéo, c'est l'une de nos compétences reconnues aujourd'hui. Il y a d'autres domaines sur lesquels on s'endort un peu, le cinéma, par exemple. Après, on est très productif en littérature. Donc, mais je comprends que dans le cadre d'une campagne présidentielle où on est en train d'essayer de proposer aux Français un projet global, on explique en quoi, pour le pays, ce serait une bonne chose d'avoir une vraie politique culturelle, notamment en ce qui concerne, par exemple, la revalorisation du statut des intermittents du spectacle, ce genre de choses, pour permettre à des gens, parce que là encore, on revient à la question du temps. Mmh. Le temps, c'est ce qui nous permet en réalité de faire avancer une société. Parce que la société n'avance pas par ses avancées technologiques, mais par ses avancées spirituelles. Donc, il faut des gens qui fassent des œuvres d'art, il faut des gens qui écrivent des essais, des gens qui creusent des questions sociologiques, psychologiques, philosophiques. Il faut des gens qui s'interrogent sur notre monde et qui nous le donnent à voir et à penser. Et il y a des espaces rémunérés pour ça. Il y a des chercheurs qui sont rémunérés pour écrire des livres. Mais si on prend l'exemple des artistes, et les artistes nous font progresser.
dans leur manière de nous renvoyer le monde et de nous en proposer une lecture. Si tu es dans une société qui n'ont pas fait la chasse, mais en tout cas qui défavorise les créateurs, justement en attaquant leur statut, etc., c'est une société qui se prive de la possibilité d'évoluer de manière spirituelle et de manière éthique et morale. Et c'est ça, je pense, qu'il veut dire aussi, Jean-Luc. Nous devons absolument remettre la culture au cœur de notre projet parce que nous sommes les humains. Moi qui ai beaucoup réfléchi à la question du rapport entre les humains et les animaux non humains, plus que les autres espèces, parce qu'il y a aussi des cultures chez des animaux non humains, mais elles sont plus limitées, plus que les espèces, est un être de culture. Donc, c'est ce qui nous définit, nous, vraiment en tant que créatures. Donc, la culture est un essentiel. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne et mon livre, moi, très modestement, non, je n'ai pas pensé devenir un étendard de la culture française en écrivant ce roman. Alors, dans ton roman, tu dresses le tableau d'un monde où l'être humain est un destructeur absolu de la nature, mais où il y a des résistants. C'est comme ça que toi, tu te vois. Le monde court à sa perte et toi et quelques autres, vous résistez. Est-ce que tu ne crois pas plus à la puissance des peuples, que c'est à nous tous d'œuvrer pour un monde meilleur? Ben, je ne comprends pas bien le sens de ta question, la puissance des peuples, Non, c'est-à-dire… mais genre, en fait, la puissance de tous et de toutes, plutôt que la résistance de quelques-uns. Mais les peuples ont toujours été entraînés par quelques-uns. J'ai jamais vu un peuple qui, de manière unanime, euh, spontanément se mobilise pour une idée. Il a toujours fallu, pour que les idées progressent, que quelques-uns sortent du groupe, soient souvent moqués, raillés, vilipendés, pour qu'ensuite ils soient ralliés par d'autres personnes, et puis que ce groupe grossisse jusqu'à devenir une majorité. Ça a été le cas pour les droits des femmes, ça a été le cas pour ceux qui ont lutté contre l'esclavage. Il faut vraiment revoir toute l'histoire de l'abolition de l'esclavage ou des abolitions des esclavages. Elle est particulièrement intéressante pour comprendre comment on amène une idée nouvelle, comment on lutte contre un a priori, une idée qui semble ancrée dans les cerveaux et qui semble immuable, inaliénable, et puis quel est le travail, par quel biais on va agir pour faire en sorte que quelques-uns seulement réussissent tout à coup à infuser la société et inverser le cours des choses. Donc, dans l'esclavage, on a plein de sujets, les droits des homosexuels, etc. On voit qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels notre société, nos sociétés évoluent, et à chaque fois, on remarque qu'à l'origine, il n'y a que quelques-uns qui sont là en éclaireur. Pour corriger ce que tu dis, non, je ne m'inclus pas dans Dans les dans résistants. je fais une forme de résistance, dans mon livre, je fais un portrait d'une famille qui est composée de beaucoup de résistants, parce que c'est une Oui. histoire qui se déroule sur plusieurs générations, et c'est une famille qui a ça en fait dans son espèce d'ADN. D'ailleurs, on voit souvent, hein, ça existe, il y a des familles de résistants, de génération en génération. Quand on voit l'histoire, on a l'immigré espagnol qui tout à coup est arrivé en France et qui est déjà très engagé, qui avait déjà et puis qui continue avec les enfants ici qui vont s'engager dans tel et tel combat. C'est l'aptitude à la résistance, c'est, à mon avis, il y a une part qui circule dans les gènes, et puis il y a une autre partie qui est dans l'éducation, mais ce qui fait qu'on a des familles de résistants. Donc, et moi je raconte ça, je raconte une famille. Alors, il y a quand même un personnage qui, lui, choisit de s'exclure de tout ça et qui choisit le système tel qu'il est, choisit le confort, mais effectivement, sur trois générations, à des époques différentes, les années 50, 70, 2000, puis dans le futur, des gens qui vont essayer de se mobiliser contre les destructions faites aux vivants, alors via les associations. Il y a beaucoup d'événements dont je parle, pour toute la partie qui est la plus importante de lui d'ailleurs, Situe qui avant, dans le passé se par rapport à situe dans le aujourd'hui. passé, absolument. Et donc, ce sont des événements qui ont vraiment existé, que ce soit Greenpeace qui va combattre les baleiniers russes, que ce soit les manifestations contre les déchets nucléaires qui arrivent chez nous en France, venus du Japon, ou contre les centrales elles-mêmes, contre la station des centrales, que ce soit tout à coup le dégoût des écologistes et de la LPO qui découvrent la marée noire sur les plages de Bretagne, la marée noire de la Mokoko-Cadiz. Enfin bref, donc on voit, ce sont des épisodes réels, effectivement, où je choisis de parler de ceux qui ne se satisfont pas de l'histoire qu'on leur raconte et qui essaient d'être des lanceurs d'alerte. Et je raconte comment, pendant 50 ans, 60 ans, ces gens-là ont été un petit peu écoutés, là encore, souvent moqués,
mais que malgré toutes leurs alertes, ben, on en est là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas un pronostic, mais le scénario que j'imagine pour la suite, c'est un roman. Il est pas gai, mais de toute façon, les prédictions ne sont pas gaies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire ce qui se fait sur les plateaux de télévision la plupart du temps avec des politiques qui sont dans le déni total et absolu? Quand on voit la plupart de ceux qui aujourd'hui sont en lice pour la présidentielle, c'est des gens qui vraiment semblent ne pas prendre conscience que notre monde, dans 20 ans, n'aura plus rien à voir avec celui dans lequel on évolue aujourd'hui. Ils font comme si c'était toujours ce fameux monde sans limite, ce monde qu'on peut exploiter, surexploiter, avec la croissance. Ah, c'est génial, on a retrouvé les titres des journaux dans les chaînes info. Ah, la croissance est de retour, c'est formidable. Mais arrêtons avec cette croissance. La croissance nous tue. La croissance nous tue. Et ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc, effectivement, le pronostic que je fais est très sombre parce que ce sont les scientifiques qui nous le disent, les scientifiques qui ne sont pas engagés politiquement, qui disent juste attention, dans 30 ans, voilà ce qu'il va se passer. Les réfugiés climatiques, c'est une réalité. Des régions entières du monde qui seront inhabitables, des cyclones, des typhons, des températures à 50 degrés en France qui feront qu'il y aura des vagues de morts, des nouveaux virus qui vont arriver. C'est une vision un peu apocalyptique, mais c'est la vision non pas d'auteurs de science-fiction qui veulent nous faire peur, mais de scientifiques. Et pas un scientifique, des dizaines de milliers de scientifiques. Et c'est Don't Look Up, en fait. Hein, c'est vraiment ça. C'est le film à la mode, mais il se trouve que mon roman raconte ça aussi à sa manière. J'ai une dernière question, Émeric. Le titre de ton livre, c'est Nous mourrons de nous être tant haïs. Nous, c'est tous les êtres humains, mais je pense qu'on peut aussi dire que c'est tous les êtres vivants. Non, Est-ce non, non, non? non. C'est pas tous les êtres vivants, justement. Cette haine n'existe pas. D'abord, chez les êtres vivants, c'est les arbres aussi. Donc, les arbres ne haïssent pas. Ils peuvent se défendre, les arbres, évidemment. Ils peuvent défendre leur espace vital, etc. Mais il n'y a pas de haine. C'est juste des processus naturels de survie. Et c'est le cas, d'ailleurs, aussi pour la plupart des groupes animaux autres qu'humains qui, en fait, ne réfléchissent qu'à la persistance de leur espèce, mais sans plus. Donc, il n'y a pas vraiment. Il peut y avoir des colères, il peut y avoir des bagarres entre clans, il peut y avoir tout ça, on est d'accord. Mais il n'y a pas de conséquences sur l'espèce elle-même dans tout ce qui est fait. Donc, Nous sommes la seule espèce à haïr. développer un tel degré de haine les uns envers les autres et aussi envers tout ce qui nous entoure. Ouais. Mais du coup, envers même les autres êtres vivants non humains. Mais Oui. du coup c'était ça ma dernière question. Dans notre camp social et politique hein, de la gauche, la haine a parfois été pensée comme un moteur de la politique. Est-ce que, d'après toi, c'est quelque chose qui est valable, qui pourrait être utilisé ou genre, ou est-ce qu'il faut proscrire la haine et plutôt parler à la fois de nuances ou d'amour, etc. Bien sûr, proscrire la haine, bien sûr. Enfin, tu peux pas accepter. Il ne s'agit pas d'être. Ah, ça, c'est mon chat. Je ne sais pas si tu entends. C'est Si, mon si, chat on qui l'entend, on commande. l'entend. C'est mon chat qui commande. Oui, attends un instant. Et donc, bien sûr, il faut proscrire l'idée que la haine puisse être un projet. C'est impossible. C'est impossible. Après, il ne s'agit pas d'être naïf et de croire qu'on va créer un monde sans haine. Ce n'est pas ça. En revanche, je crois qu'on peut travailler au progrès moral de l'humanité et faire en sorte de mettre en place, il y en a déjà certains, mais de plus en plus de mécanismes pour que la haine ne nous atteigne pas, nous atteigne le moins possible. Mais Mais est-ce en qu'il tout peut cas, être un moteur, en fait, pour nos émancipations individuelles et non. collectives à gauche? La haine à gauche, jamais. Un La colère, moteur. peut-être. Non, la colère, peut-être, pas la haine. On peut être en colère sans haïr. La haine, c'est le camp de l'extrême droite. Il y a de la haine, pas qu'à l'extrême droite d'ailleurs, mais typiquement, c'est vraiment le logiciel de l'extrême droite, c'est je hais tout ce qui ne me ressemble pas. Donc, c'est vraiment, c'est très clairement défini. Euh, et moi, je crois vraiment, oui, je suis un progressiste, donc je pense que c'est l'idée exactement inverse. Je vais m'intéresser à tout, mais en particulier à ce qui ne me ressemble pas pour essayer de le comprendre et de voir en quoi cette altérité peut m'enrichir. Alors ensuite, il y a autre chose. Moi par exemple, on m'a reproché parfois d'être trop agressif dans des débats, notamment face à l'extrême droite. Ce n'est pas de la haine, c'est vraiment de la colère, c'est la révolte, c'est l'idée de ne pas se laisser faire.
Et c'est l'idée qu'il y a des idées qui sont justement inacceptables. Et donc, on le manifeste avec véhémence parfois. Ça, c'est vrai. Mais je ne vois pas ça comme de la haine. Moi, je ne voue pas de haine à quelqu'un d'extrême droite. Je suis dépité qu'il ait ces idées-là. J'ai envie de le convaincre de changer d'idée. Mais parfois, il y a des gens, malheureusement, qu'on n'arrive pas à convaincre. On peut essayer comme on veut, on n'y arrive pas. Et ce n'est pas possible, c'est bloqué. Donc, parfois, il y a des manifestations de colère. Mais après, il y a une autre question qui se pose. C'est peut-être ça que tu veux dire. C'est est-ce que face à une situation de violence à laquelle on est confronté, est-ce qu'il ne faut pas répondre par la violence? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Günther Anders, donc pourtant un pacifiste, philosophe, qui, lui, a écrit un petit bouquin pour… Lui, il croit que oui, pour dire oui. Parfois, si vous êtes face à des barbares qui ne comprennent rien et qui sont en train de détruire tout ce qu'il y a autour de vous, qui sont violents avec tout ce qui vous entoure, parce que lui était très engagé sur le combat contre le nucléaire, etc. Et ben, il faut, à un moment, la solution sera sans doute d'être violent à l'égard de ces gens violents. Je ne te dis pas que c'est mon point de vue. Hein. Je te dis, moi, je suis vraiment un partisan de la conviction et de la démocratie absolue, c'est-à-dire que tous les changements auxquels j'aspire, même pour qu'on arrête de manger de la viande, je veux que ça passe par la conviction et par des votes qui montreraient l'adhésion de la majorité des gens à ces idées. Mais oui, les philosophes qui réfléchissent à toutes ces questions, comment on fait pour faire un monde meilleur, il y en a certains qui disent on est peut-être obligé de passer par la violence pour faire cesser la violence. C'est une espèce de paradoxe. Eh ben, on terminera là-dessus. Soyons en colère, mais ne nous haïssons pas. Je le rappelle, tu viens de publier un roman aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle « Nous mourrons de nous être tant haïs ». Merci beaucoup, Aymeric. Merci Pablo. Bonne journée.